Et pour commencer, direction la Corse. On a choisi de vous emmener aujourd'hui sur les Sanguinaires et dans les îles Lavezzi. Dans ces archipels sublimes, on va suivre un tout jeune poète, Alphonse Daudet. Figurez-vous que c'est la tramontane de l'île de Beauté qui va faire tourner les lettres de son moulin. C'est l'inspiration du jour. Les Grecs l'avaient surnommée Calistée, la plus belle. La Corse, cette île semée au milieu de la Méditerranée, à la fois si proche et si mystérieuse, est une promesse de dépaysement. Au XIXe siècle, elle aimante les écrivains romantiques en quête d'exotisme et de sensations neuves. C'est dans leurs pas que le poète et écrivain Alphonse Daudet vient lui aussi en Corse. À 22 ans, il n'a encore publié aucune œuvre majeure. D'origine provençale, doté d'un physique avantageux, il mène à Paris la vie de bohème affamée des jeunes artistes de l'époque. Sa carrière littéraire peine à démarrer et sans fortune ni renommée, il arrive en Corse dans l'espoir d'y trouver des histoires à raconter. Son séjour de 3 mois le conduit d'Ajaccio aux confins de l'île, sur des mers dangereuses et des îles alors sauvages. Un voyage vécu comme une renaissance et dont il revient avec 4 nouvelles qui trouveront place dans les lettres de Montmoulin. Le recueil de contes qui le rendra célèbre quelques années plus tard. Blotti au fond de son golfe étincelant, Ajaccio est l'une des portes d'entrée de la Corse, une petite ville radieuse et animée dont la vie se concentre autour de son port. Alphonse Daudet y débarque en décembre 1862 dans un état de profonde détresse physique et morale. Il est atteint d'un mal incurable, la syphilis, et son médecin lui a prescrit une cure d'orange et de soleil sous le ciel d'Ajaccio. Alors, les artistes au XIXe siècle s'imaginent que la Corse est en somme peuplée de bons sauvages et peuplée de gens qui ont conservé une espèce d'intégrité du premier matin du monde, avec des mœurs pures, avec des sentiments purs, avec des pratiques, des traditions, un mode de vie qui n'est pas du tout pollué par la civilisation. Alphonse Daudet vient chercher tout cela. Assez vite, quand il va rencontrer la Corse, il va découvrir que finalement cette virginité n'est pas aussi grande que ce qu'on aurait pu le penser de loin. Daudet, qui occupe à Paris l'emploi de secrétaire du duc de Morny, demi-frère de Napoléon III, a ses entrées dans la bonne société ajaxienne. Elle lui réserve bon accueil et lui trouve un logement place Foch. Bordée de palmiers, ouverte sur le port, elle est avec son marché quotidien l'agora de la ville où s'échangent aussi bien les marchandises que les derniers potins. Mais le jeune poète prête peu d'attention à cette animation. La fréquentation des notables de cette petite cité provinciale finit aussi par l'ennuyer. Le romantique cherche des émotions plus brutes et plus simples à vivre. Ses flâneries l'éloignent du centre-ville et de ses ruelles. Elles le conduisent le long du bord de mer, sur la promenade préférée des Ajacciens, la route des Sanguinaires. En chemin, son regard est attiré par de petites maisons blanches, surmontées de croix et entourées de jardins. Ce sont des chapelles mortuaires. Le jeune continental s'étonne que l'on enterre les défunts ici, face à la mer, et loin des cimetières. Ces tombeaux que l'on trouve autour de la route des Sanguinaires, c'est une vieille tradition méditerranéenne qui consiste pour les familles à choisir pour leur sépulture les plus beaux endroits. C'est à la fois une marque de respect vis-à-vis des morts, et c'est en même temps une manière de valoriser la famille. Et avec une espèce de compétition entre les familles pour savoir celui qui choisira l'emplacement le plus beau et le bâtiment le plus spectaculaire. Voilà. Les promenades ne suffisent pas à apaiser les tourments du jeune poète. Un soir de déveine et de mélancolie, je songeais plein de remords au travail en retard, à l'avenir qui m'apparaissait aussi obscur, aussi incertain que toute cette ombre mouvante, cet abîme de ciel et d'eau.
Une de ses connaissances lui suggère de se retirer sur les îles Sanguinaires pour y trouver le grand air et la solitude dont il a besoin pour créer. Quand Alphonse Daudet embarque vers ces îles, il ne sait pas encore que des tempêtes successives vont l'y retenir pendant 3 semaines. Les Sanguinaires, un nom bien effrayant pour ce petit archipel de 4 îles, situé à l'extrême ouest d'Ajaccio. L'île des Sanguinaires ferme la baie de Sagone. C'est la première chose que l'on voit en arrivant du large. On voit l'île se découper au loin et puis lorsqu'on va rentrer, ça va être l'arrivée en Corse. Si on se remet dans le contexte d'Alphonse Daudet, ce sont les pêcheurs généralement qui reviennent du large et lorsqu'ils arrivent en Corse, eh bien, Medzumar, c'est un petit peu le retour à la maison. Medzumar est l'île principale des Sanguinaires. Daudet est saisi par son aspect rougeâtre et farouche. Le lieu l'enchante. Quelques vestiges attirent son attention. Une tour génoise d'abord. Construite au XVIe siècle, elle abritait des hommes sentinelles, les Torreggiani, chargés de prévenir la population d'Ajaccio en cas d'invasion de pirates. Puis, au centre de l'île, des ruines éparpillées dans la végétation. Ce sont celles d'un lazaret, déjà à l'abandon à l'arrivée de Daudet. On appelle ça un poste sanitaire. C'est une veille, en fait, puisque du large viennent les maladies. Et avec le temps, on se méfie des gens qui accostent sur la terre ferme. C'est pour ça qu'on en met en place la quarantaine. On a la peste qui est venue du large. On a d'autres maladies, comme le choléra, qui anéantissent la population de villes entières. C'est pour ça que sur Medzumar, c'est un emplacement privilégié pour l'installation d'un lazaret. Lorsque Daudet séjourne sur l'île, on imagine un lazaret qui est en partie ruiné, mais contrairement à ce que l'on peut observer actuellement, il n'est pas totalement pris par le maquis. Il peut rentrer à l'intérieur, il peut accéder à la cour du lazaret et s'y installer pour méditer. Vous connaissez, n'est-ce pas, cette jolie griserie de l'âme? On ne pense pas, on ne rêve pas non plus. Tout votre être vous échappe, s'envole, s'éparpille. On est la mouette qui plonge, la poussière d'écume qui flotte au soleil entre 2 vagues. La fumée blanche de ce paquebot qui s'éloigne. Tout, excepté soi-même. Tous les jours, vers 5 heures, le porte-voix des gardiens du phare l'appelle pour le dîner. Ce sont à cette époque les seuls habitants de l'île. Le poète se passionne pour le sort de ces veilleurs du bout du monde et décrira avec précision, dans sa nouvelle « Le phare des Sanguinaires », leur existence peu enviable et leur devoir aussi monotone que nécessaire. La nouvelle de Daudet sur le phare des Sanguinaires, au-delà du côté poétique, c'est un document historique. C'est finalement un des seuls témoignages qu'on ait actuellement sur la vie des gardiens et le fonctionnement du phare à l'époque. On a les plans, on a des archives, mais c'est moins humain que ce qu'a pu raconter Alphonse Daudet. Aujourd'hui, le phare est entièrement automatisé, mais ses lumières continuent de guider les navires qui entrent dans le golfe d'Ajaccio. Chaque phare a une signature lumineuse et quand on est en pleine mer, les navires peuvent se repérer, ils peuvent se positionner sur la carte facilement. On peut voir le phare des Sanguinaires, c'est 3 éclats groupés, donc en pleine nuit, quand on voit 3 éclats groupés, 1, 2, 3, on sait que c'est le phare des Sanguinaires et on peut dire qu'on est dans les alentours d'Ajaccio. Daudet quitte les Sanguinaires, où il a connu des moments inoubliables de bonheur et d'ennui. Il emporte le souvenir de ce phare rassurant qui lui donnera sans doute l'envie d'aller s'enfermer de nouveau, un jour, dans un moulin en Provence. Pour l'heure, c'est vers une autre île que le destin le conduit. Dans l'extrême sud de la Corse, le port de Bonifacio, sur lequel veille une imposante citadelle bâtie au XIIe siècle. C'est beau aujourd'hui, hein, ouais, par rapport à hier. Hein. Allez, on va y aller. J'enlève le parmatage. Allez, c'est parti pour les îles Lavezzi. Alphonse Daudet ne s'attarde pas à Bonifacio. Il a été invité sur le bateau des douaniers qui patrouillent le long des côtes entre la Corse et la Sardaigne.
À la sortie des eaux tranquilles du port, arrivée dans le détroit des Bouches de Bonifacio, la mer se déchaîne. C'est un détroit très fin. C'est un détroit aussi très dangereux, de par la présence de rochers, avec des vagues cassantes, avec des courants imprévisibles, avec des vents violents. C'est certainement le secteur le plus dangereux des côtes maritimes corses. L'équipage est obligé d'accoster en urgence sur la plus grande île de l'archipel des Lavezzi. Elle a été le théâtre de l'une des pires catastrophes maritimes de Méditerranée, dont Daudet reconstitue les derniers instants dans sa nouvelle « L'agonie de la sémillante ». On peut imaginer qu'Alphonse Daudet serait venu se réfugier dans cet endroit particulier de l'île Lavezzo, qui est un endroit naturellement abrité des intempéries, du vent dominant, qui est le vent d'ouest. Alphonse Daudet est peut-être venu dormir dans cet abri sous roche. Il se serait retrouvé avec les douaniers et avec le seul et unique habitant de l'île à ce moment-là, donc le berger Lumière. Il se serait retrouvé donc sous l'abri sous roche autour d'un feu. Et c'est là qu'ils auraient évoqué donc, le naufrage, l'agonie de la sémillante. La Sémillante était une frégate de la marine française qui devait rejoindre Constantinople pour ravitailler les troupes engagées dans la guerre de Crimée, avec 700 hommes à son bord. En février 1855, prise dans une violente tempête, elle vient s'échouer sur l'île Lavezzo, 8 ans avant le passage de l'écrivain. Soudain, un choc formidable. Un cri, un seul cri, un cri immense. Des bras tendus, des mains qui se cramponnent, des regards effarés, où la vision de la mort passe comme un éclair. Miséricorde. Cette frégate est venue se briser sur ces rochers, sur la pointe de la Carine qui se trouve à 80 mètres de la plage. Ce bateau s'est retrouvé dans un ouragan. Il n'a pas pu lutter, il n'avait pas les moyens de lutter. Aucun bateau n'aurait pu lutter. Et il n'avait aucune chance de s'en sortir. Donc les marins qui étaient à bord avaient commencé à prier sur le bateau. Et tous ces hommes savaient qu'ils allaient donc au naufrage. Au centre de l'île, l'un des 2 cimetières où gisent les naufragés de la Sémillante, dans des tombes anonymes. Aucun survivant ne fut retrouvé et les corps mutilés ne purent être identifiés. Daudet est bouleversé par la tristesse de ces lieux. Pas une couronne d'immortels, pas un souvenir, rien. Ah, les pauvres morts abandonnés, comme ils doivent avoir froid dans leur tombe de hasard. Quand on est sur cette île, perdu, entre la Sardaigne et la Corse, en plein hiver, comme l'était Alphonse Daudet au mois de février-mars, évidemment qu'il n'y a personne. Donc on entend juste les oiseaux sur l'île et le bruit du vent. On a l'impression d'être un peu hors du temps et on peut se projeter dans le temps. Et c'est une île qui est donc un peu propice à la créativité. Daudet quitte la Corse, transformé par ses rencontres et ses aventures vécues. L'île a apaisé les souffrances de son âme et ouvert son imagination. Au-delà des 4 nouvelles directement tirées de ce séjour, de nombreux autres de ses récits seront émaillés de références à la Corse.